Bonjour, 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 bonjour. Rebonjour, parce que je pense que certaines personnes nous suivent de table en table. On va laisser un petit peu de temps. Bonjour, maître Florian Denis. Comment allez-vous ce matin? Bonjour Rachel, ça va très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie. Enfin, Florian, on se tutoie en fait dans la vraie vie. Donc, c'est bizarre, hein. Donc, si tu me le permets, je vais passer au tutoiement. Et alors, cette table concerne donc l'immigration aux États-Unis. On a plein de petites news, je suppose, avec l'ouverture de ces frontières. Maître Florian Denis, qui représente son propre cabinet d'avocats, pratiquant exclusivement le droit américain de l'immigration et plus particulièrement le droit de l'immigration d'affaires. Le cabinet assiste les entreprises américaines et étrangères, les investisseurs, les employés spécialisés à investir, à s'installer et travailler dans n'importe quel État aux États-Unis. Merci, maître Florian Denis, ce matin, de nous accorder ces 30 minutes pour en savoir plus sur l'immigration américaine. Alors, maître Denis est né et a grandi en France. Après 2 maîtrises en droit en France, il émigre aux États-Unis et obtient un master en droit comparé à la faculté de droit de University of Florida, située à Gainesville en Floride. Et donc, maître et membre du barreau de l'État de New York et exerce dans le domaine du droit de l'immigration d'affaires depuis une quinzaine d'années maintenant. Et oui. Donc, tu vas nous parler un petit peu de tout cela. Je vais te laisser peut-être, est-ce que tu souhaites te présenter à ta manière ce matin? Merci Rachel, puis merci à la Chambre surtout d'avoir organisé cet événement. Non, je pense que tu as fait le tour, effectivement. Notre domaine de spécialisation, c'est l'immigration. On ne fait que de l'immigration, et dans l'immigration, plus particulièrement l'immigration d'affaires. En fait, j'exclus de cela tout ce qui concerne la représentation de personnes qui seraient en situation illégale sur le territoire américain. Ce n'est pas notre domaine. Nous faisons aussi un petit peu accessoirement du droit de la famille. Immigration, famille, regroupement familial, mais principalement immigration d'affaires. C'est-à-dire on sécurise des autorisations de séjour et de travail pour des personnes qui viennent de l'étranger, France, pays francophone, mais pas uniquement, le monde entier, qui viennent s'installer aux États-Unis, pas forcément en Floride, beaucoup en Floride, mais pas forcément en Floride. Le droit de l'immigration étant une matière fédérale, les mêmes règles s'appliquent sur tout le territoire américain. Et on vient de parler de ces règles fédérales. Donc, je pense que comme la plupart des gens étaient là avec Serge Massat précédemment, ils ont bien compris que le droit fédéral s'appliquait sur tous les États. Alors, si tu le veux bien, je vais rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Parce que je suppose que c'est un sujet très important. On va certainement avoir pas mal de questions de la part de nos auditeurs. Alors, maître Florian Denis, quelles sont les options d'immigration pour créer et développer un business aux États-Unis? C'est une très bonne question, une question très large, très large. Et il nous faudrait des journées pour en discuter. Pour essayer de simplifier au maximum, on a 2 grandes catégories en termes d'autorisation de séjour et de travail. On a les autorisations de séjour et de travail permanentes, qu'on appelle généralement les cartes vertes. C'est intéressant pour des gens qui veulent s'installer définitivement aux États-Unis. Ça peut amener, après quelques années, ça peut amener à la citoyenneté américaine, des procédures de naturalisation. Mais cette carte verte est intéressante parce qu'une fois qu'on l'obtient, on est détaché de la société ou de la personne qui nous a permis de l'obtenir. L'inconvénient, c'est que ce sont généralement des procédures plus complexes, plus longues et qui peuvent présenter certains risques. Lorsque l'on est, je me mets à la place des gens qui peut-être nous regardent aujourd'hui, lorsque l'on est hors des États-Unis, qu'on veut venir ici pour lancer une activité, pour démarrer un projet, est-ce que la carte verte est la première solution? Je ne le pense pas. Encore une fois, ça prend du temps. On parle parfois de plusieurs années. Ce sont des procédures complexes. Il faut rentrer dans les cases de l'immigration, dans les programmes de l'immigration, et ça peut être risqué. Un petit détail, la plupart des visas temporaires oblige à avoir une intention de ne pas vouloir immigrer sur le territoire américain. Or, si vous avez commencé par une demande de carte verte, qu'elle n'a pas abouti pour n'importe quelle raison, et que par la suite, vous vous tournez vers une demande d'autorisation de travail temporaire, vous risquez d'avoir un souci sur la demande d'autorisation de travail temporaire. On pourrait vous répondre, mais monsieur ou madame, vous avez fait une demande de carte verte précédemment, je pense que vous avez l'intention d'immigrer, je ne vous donne pas votre visa temporaire. D'accord ? Donc, généralement,
quand c'est la mise en place d'une nouvelle activité, on va se tourner plus vers des visas temporaires qu'on appelle des NIV, Non-Immigrant Visa. Okay, à ce niveau-là, on va avoir plusieurs catégories. Alors, tout ce qui va être visa temporaire commence par une lettre de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Les autorisations qui vous permettent de venir travailler et développer une activité aux États-Unis, pour faire simple, il y en a 4. D'accord? O, H, L et E. O, H, L et E. Des visas qui ne sont pas forcément les plus adaptés, O et H. O, ce sont des visas temporaires pour personnes aux capacités extraordinaires. Il faut arriver à démontrer dans cette catégorie-là que vous avez une reconnaissance nationale ou internationale dans votre domaine d'expertise. On peut l'utiliser pour des entrepreneurs. Encore une fois, il faut rentrer dans les cases. Il faut arriver à montrer que vous savez ce que vous faites dans ce domaine-là et vous avez cette reconnaissance. Il y a plusieurs moyens de le démontrer. Il y a 2 types de visas, O1A, O1B. Encore une fois, ça demanderait à rentrer plus dans le détail sur ce type de procédure. Les O sont intéressants, mais il faut avoir une société qui vous sponsorise. Le principe du O, c'est que vous ne pouvez pas vous auto-sponsoriser. Alors après, il est toujours possible de créer une société pour que cette société dont vous détenez les parts vous sponsorise. À examiner. Autre visa qui n'est pas forcément le plus adapté, le H1B, visa de travail classique, j'ai envie de dire, une société américaine qui cherche à recruter quelqu'un pour occuper un poste spécialisé. Un poste spécialisé dans ce cadre-là, c'est un poste qui requiert d'avoir au moins l'équivalent d'un bachelor degree, une licence, une maîtrise en France. Encore une fois, pour un entrepreneur, ce n'est pas forcément le plus adapté, d'autant plus que là, assez précisément, les services d'immigration demandent à ce qu'il y ait une relation employé-employeur entre le demandeur de visa et puis la société sponsor. Maintenant, des solutions qui seraient plus adaptées. Le visa L1, qui est un visa de transfert. Le principe est celui-ci. On a une société hors des États-Unis, en France par exemple, une société aux États-Unis, ça peut être la société qui vient d'être créée, et un lien juridique entre les 2 sociétés. Donc soit l'une détient l'autre, ou alors les 2 sociétés sont détenues par la même personne ou le même groupe de personnes ou la même entité. D'accord ? Il faut qu'on ait cette relation. Quand cette relation existe, on peut à ce moment-là transférer du personnel de la société étrangère, française par exemple, vers la société américaine. Il faut que la personne transférée ait travaillé au moins 1 an sur les 3 années précédant le transfert pour la société étrangère. D'accord ? Ça, c'est sur le côté facile. Maintenant que ça se complexifie un petit peu. Quand l'activité américaine a moins d'1 an d'existence, l'activité, pas la société, l'activité, moins d'1 an d'activité, c'est ce qu'on appelle un Startup L1. Et on va se trouver dans une situation où on va obtenir une autorisation de séjour et de travail valable 12 mois uniquement. Et les 12 mois, c'est uniquement le papier des services d'immigration, l'approbation. Il faut encore aller chercher un visa auprès du consulat des États-Unis dont vous dépendez, emballer votre petite famille et venir sur le territoire américain. Et les 12 mois ont commencé à courir. Et donc, en fait, sur un L1 Startup, on se retrouve en tout et pour tout avec peut-être 8 à 10 mois pour vraiment lancer l'activité aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui est le plus facile. Ça peut être un peu délicat. Le L1, après, sur un L1A qui est transfert international de manager ou exécutif, c'est un total de 7 ans. L1B, transfert international de personnes aux connaissances spécialisées, c'est 5 ans maximum. Donc le L1, pourquoi pas, généralement utilisé pour des grosses activités où on est sûr, au bout de la première année, d'avoir des éléments intéressants à présenter dans le cadre d'un renouvellement. Le premier L1, il n'est pas très difficile à obtenir. Le renouvellement est beaucoup plus délicat. Parce que là, ils vont vous demander d'avoir lancé quelque chose, d'avoir une structure importante aux États-Unis. Donc le L1, pourquoi pas. Et le dernier visa qui, celui-ci, est le plus utilisé, le visa E. En l'occurrence, E2 pour investisseurs. Il y a un E1, un E2. E2 pour investisseurs. Alors le E2, le principe, il y a 4 critères principaux. Il y a une question de nationalité. Contrairement aux autres visas, il faut que le pays d'origine, on va partir sur les Français, il faut que le pays d'origine ait signé un traité avec les États-Unis. La France en a signé un. La Belgique, la Suisse, le Canada, beaucoup de pays ont signé des traités. Il faut une question de nationalité. Il faut ce critère de nationalité. Et donc, il faut que la société américaine qui va être le support du visa ait la nationalité du traité. Je m'explique. La société support du visa, elle sera évidemment américaine. Mais on va regarder qui en détient les parts pour déterminer si on rentre dans les critères du E2. On va faire simple, une société créée dans l'État de Floride, détenue à 100% par un Français, elle est américaine, mais elle est détenue par des Français, on est dans le cadre du traité. Ça fonctionne.
Deuxième critère, il faut qu'il y ait eu un investissement substantiel dans la société. C'est-à-dire qu'il faut avoir… Alors, il y a deux possibilités. Soit on part de zéro, on crée une société à partir de rien, on trouve un local vide, on aménage le local, on fait des travaux, on fait de la pub, on fait tout ça. Les services d'immigration vont vous dire, OK, pour démarrer cette activité, combien vous était-il nécessaire d'investir ? Voilà, pour les locaux, aménagement, travaux, tout ça. Il fallait qu'on investisse plus ou moins, je ne sais pas, 150 000 $. Lors du passage à l'entretien, ils vont vous demander d'avoir dépensé l'argent, au moins une grosse partie de l'argent. D'accord ? On n'obtient pas un visa E2 en ayant mis de l'argent sur un compte bancaire de la société américaine. On l'obtient parce qu'on a dépensé dans le cadre d'un réel investissement substantiel. Et la substantialité de l'investissement est déterminée par rapport au ratio de l'investissement couvert. Si on leur dit, voilà, il fallait dépenser 150 000, combien vous avez dépensé ? Là, on n'a dépensé que 10 000, ce n'est pas substantiel. S'il fallait dépenser 150 000, vous avez dépensé 140, ce sera certainement substantiel. D'accord ? De l'autre côté, on peut aussi envisager le rachat d'une activité existante, le rachat d'un business existant, soit les parts ou d'une franchise. Alors, et pourquoi pas une franchise ? Ça peut passer par une franchise. Petite précision sur la franchise. J'ai regardé les 30 minutes, très intéressant, présentation très intéressante. Les franchises sont très intéressantes de manière générale. Ça offre beaucoup de sécurité. Une précision que je me permets de rajouter, ce n'est pas un substitut à un bon projet aux États-Unis. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de se tourner vers la franchise parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire aux États-Unis et on se dit, moi, je vais être assis dans mon fauteuil et je vais laisser les gens s'en occuper, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas lié à la franchise, c'est lié au visa. D'accord ? Oui. Tous les visas dont on parle sont des visas de travail. L'idée, c'est de se lever le matin pour aller travailler et d'une certaine manière, savoir ce qu'on fait. Mais franchise, je referme la parenthèse, franchise, très intéressant. Donc, investissement, on peut racheter une activité existante ou une société existante, effectivement, c'est très intéressant. Dans ce cadre-là, spécifiquement, on peut faire ce qu'on appelle un escrow closing, c'est-à-dire une signature sous compte séquestre. Montant d'achat, on va dire 200 000 $. On bloque le montant d'achat, les 200 000 $ sur le compte séquestre de l'avocat qui s'occupe de la transaction, avec une condition suspensive dans le contrat d'achat permettant de sortir du deal s'il y avait n'importe quel problème avec la demande de visa. Et donc, troisième critère du E2, mettre en place une réelle activité commerciale. Ce qu'ils veulent éviter, c'est des gens qui vont arriver avec quelques millions de $, le mettre dans l'immobilier, le mettre en gérance et aller à la plage toute la journée. Ce n'est pas le principe du E2. Le E2, comme je disais tout à l'heure, il faut se lever le matin pour aller travailler. C'est un visa de travail. Et dernier critère qu'on appelle la marginalité de l'activité, c'est un terme un petit peu bizarre, mais marginalité de la société. Un visa E2, les services d'immigration ne vont pas vous donner cette autorisation simplement pour que vous veniez vivre votre petite vie aux États-Unis, vous et votre famille. Ils vont vous le donner parce que le projet que vous mettez en place va avoir un réel impact sur le tissu économique local. D'accord ? Ça veut dire générer des revenus qui vont être supérieurs à ce qui vous est nécessaire pour vivre aux États-Unis et créer de l'emploi pour de la main-d'œuvre américaine. D'accord ? C'est important, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir voir. Okay ? Petite précision à nouveau sur le E2. À l'heure actuelle, un E2 pour les Français a une durée de 25 mois. D'accord ? Renouvelable indéfiniment tant que l'activité perdure. On était à 5 ans, on est passé à 25 mois en 2019, merci Trump. Et d'autres pays, en fait, ont des réciprocités différentes. Canada, 5 ans. La Belgique, 5 ans. Les Suisses, 4 ans. D'accord ? Donc, et ça évolue. Donc, il faut toujours garder un œil dessus. Petite précision, pour les E2 comme pour les L1, on peut faire venir des membres de la famille. Époux ou épouse à condition d'être marié, le Pacs n'est pas reconnu, et enfants de moins de 21 ans et non mariés. Et les époux ou épouses accompagnants, ça c'est une nouveauté depuis la semaine dernière, les services d'immigration viennent de reconnaître que l'autorisation de travail des époux est inhérente au statut même de soit L2, c'est l'accompagnant du L1, ou E2, l'accompagnant du E2. D'accord ? C'est très intéressant parce que c'est une très bonne nouvelle, oui. Très bonne nouvelle parce que avant, il fallait faire une procédure supplémentaire en arrivant sur le territoire américain, faire une demande de permis de travail. On était éligible de toute façon. Le problème, c'est que les délais de traitement de ces demandes-là, en temps normal, étaient de 3-4 mois. On a vu des demandes qui prenaient jusqu'à 6, 7, 8 mois, ce qui est évidemment impossible, y compris pour un renouvellement. Très bien. Dernière précision sur mon E2. Le E2, on l'a envisagé ici pour un demandeur principal investisseur, c'est-à-dire les gens qui ont investi dans l'activité, qui viennent, et ça c'est le critère légal, qui viennent pour contrôler et diriger leur investissement.
sachez qu'on peut faire venir aussi des employés E2, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément investi dans la société, qui n'ont pas forcément de part dans la société, mais qui viennent dans deux types de postes, soit en tant que manager, soit en tant que spécialiste, et qui doivent avoir la nationalité du demandeur principal. C'est très utile. Je prends un petit exemple, un restaurateur français qui vient s'installer, met en place un beau restaurant, 200, 300 000 $ d'investissement, et il nous dit, moi j'ai mon chef français avec qui je m'entends très bien, je veux le faire venir, mais bon, il n'a pas investi avec moi. On peut le faire venir en tant que spécialiste, tout à fait envisageable. Voilà, donc rapidement, très brièvement, une description des grandes possibilités. Quoi qu'il en soit, il est très important toujours d'en discuter avec votre conseil parce que chaque situation est différente et en fonction des éléments dont vous disposez, votre profil, le poste à pourvoir, l'investissement, eh bien, certainement une voie va se détacher par rapport aux autres. Mais il faut vraiment en discuter avec votre conseil. Ah oui, ça je dirais que c'est vraiment la première étape. Et alors, dans le cas de figure, alors pour ceux qui ont un projet de créer une activité commerciale, avant de se lancer, peuvent-ils venir faire un tour d'horizon afin de prospecter? Et si oui, ont-ils besoin d'une autorisation particulière? Effectivement, parce que là, on envisageait la possibilité de, on va de l'avant, on investit, on a dépensé l'argent, on se lance dans l'activité. Et les gens vont nous dire, oui, mais vous êtes gentil, comment je me lance dans l'activité si je ne peux pas mettre les pieds aux États-Unis pour prospecter, pour regarder? Effectivement, il y a deux possibilités. Il y a un visa spécifique qu'on appelle un visa de prospection, le visa B1 de prospection. Ça permet, alors le visa B1 peut être accordé jusqu'à 10 ans. Après, si vous expliquez que vous venez faire de la prospection, ils ne vont peut-être pas vous le donner pour 10 ans, ils vont vous le donner peut-être pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce que vous pouvez faire sous ce statut-là, c'est venir sur le territoire américain, regarder ce qui existe. Vous ne pouvez pas travailler au sens classique du terme, mais vous pouvez prospecter, mettre en place une activité, créer une société, ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez chercher des locaux, signer des locaux. Vous pouvez et même vous devez mettre en place l'activité. Si on se place dans le contexte d'une demande de visa E2 ou L1 futur, je vous l'ai expliqué, l'obligation, c'est d'avoir la société en place. Vous ne pouvez pas le faire de l'étranger, donc il faut le faire ici. Comprenez bien que ce qui est interdit, c'est de travailler sur le territoire américain. Mais la société en elle-même n'a pas besoin de votre autorisation de travail pour commencer à opérer. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager, je prends un exemple, un restaurateur qui trouve un restaurant à racheter. Il n'a pas l'obligation de fermer le restaurant le temps de l'obtention du visa. Évidemment, il ne peut pas être dans le restaurant à le faire tourner. Ça, il n'a pas le droit. Mais si, par exemple, l'ancien propriétaire accepte de rester pour faire le lien entre la vente et l'obtention du visa, le retour de l'investisseur aux États-Unis, c'est tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable. Alors, on a effectivement la possibilité de faire une demande de visa B1 de prospection. C'est une demande formelle qui va se faire auprès du consulat des États-Unis dont vous dépendez, du pays dans lequel vous habitez. On peut aussi potentiellement utiliser le programme de dispense de visa qu'on appelle généralement l'ESTA. L'ESTA, c'est le petit formulaire qui est utilisé, mais c'est le programme de dispense de visa. Et on peut rentrer aux États-Unis sous programme de dispense de visa sous deux manières, pour raison touristique et pour raison d'affaires. Et on va avoir les mêmes droits et obligations et interdictions que sous le B1. J'insiste vraiment là-dessus, on ne peut pas travailler aux États-Unis sous B1 ou sous ESTA. Mais on peut prospecter, on peut mettre en place l'activité. C'est important de le préciser parce que j'ai entendu quelques histoires sur le B1 où il y a quelques... certaines personnes ne comprennent pas bien le but de ce visa. Ma position par rapport au B1, très sincèrement, ma position, c'est si on n'en a pas besoin, on s'en dispense. Oui. Il faut bien comprendre une chose. Une demande de B1, c'est une procédure formelle auprès des services d'immigration. Vous montez un dossier, vous prenez un rendez-vous, vous remplissez un formulaire DS 160, vous passez au consulat pour faire cette demande de B1. Si la demande est mal comprise ou mal interprétée, ou s'il se passe quoi que ce soit au consulat, que le visa vous est refusé, il faut faire très attention parce que la conséquence auquel vous ne pensez peut-être pas, c'est que non seulement vous n'avez pas le visa, mais vous perdez la possibilité d'utiliser l'ESTA. L'ESTA, c'est une exemption au droit commun pour rentrer aux États-Unis. C'est un programme de dispense de visa. Or, s'il y a le moins de problèmes avec l'immigration, vous perdez la possibilité d'utiliser ce programme. Vous retombez dans le droit commun. Le droit commun, c'est d'avoir un visa. Quel visa? Un visa B, celui-là même qui vous aurait été refusé. Donc, si vous faites une demande de visa B1 qui vous est refusée, vous ne pouvez plus utiliser l'ESTA. Vous n'avez pas le B1, vous ne pouvez pas venir aux États-Unis. Donc, ma recommandation, généralement, c'est de continuer à utiliser le programme de dispense de visa
pour raison d'affaires, ne pas travailler, bien évidemment, ce serait interdit. Si un jour, si la prospection prend beaucoup de temps, que vous vous trouvez dans une situation où vous commencez à avoir beaucoup de questions à l'entrée sur le territoire, à ce moment-là, on se tournera vers un visa B1, mais pas avant. Oui, ok. Très bien, maître. Alors, dans le contexte d'une sortie de crise Covid, quelle est la situation actuelle vis-à-vis de voyages d'affaires vers les US? Y a-t-il... Ça s'améliore. Ça s'améliore. Effectivement, on vient de passer 2 ans, presque 2 ans difficiles, très difficiles. Bon, vous le savez, depuis le 8 novembre, les frontières... Alors, on avait ce système de fermeture des frontières aux personnes qui venaient de l'espace Schengen, plus Angleterre, Irlande. Et donc, il y avait 2 solutions. Soit on passait par un autre pays, on faisait une quarantaine, enfin une quatorzaine, soit on obtenait un NIE, le National Interest Exception, qui à un moment a été donné facilement, qui ensuite n'était quasiment plus donné. Ça, c'est terminé. On le met de côté, ça n'existe plus. Ces questions de NIE n'existent plus. Maintenant, la règle, et ça, ce n'est pas uniquement applicable pour les gens qui viennent de l'espace Schengen, c'est pour le monde entier. Pour rentrer aux États-Unis, il faut être vacciné et avoir un test négatif de moins de 3 jours. Donc, ça facilite les choses, effectivement. La difficulté liée au Covid, on en sent encore les conséquences. C'est tout le backlog qui a été créé dans les consulats depuis 1 an et demi. Alors, il y a certains consulats américains qui s'en sortent mieux que d'autres, où les délais de traitement se raccourcissent. Il y en a d'autres qui sont encore pour lesquels la situation est assez délicate. Canada est assez délicat. Paris, en ce moment, on voit qu'ils sont en train de s'améliorer. On avait des délais pour des rendez-vous qui sont très longs, mais ils ouvrent des dates petit à petit. Donc, pour les gens qui sont en attente de rendez-vous, allez sur le site internet du consulat où là, vous avez pris votre rendez-vous plusieurs fois par jour parce qu'il y a des dates qui apparaissent, qui disparaissent très rapidement. Il y a des dates qui apparaissent. On en sort, on n'en est pas encore sorti. D'accord. Et juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas dans l'espace Schengen, parce que vous parliez de vaccination obligatoire pour rentrer sur le territoire américain. Par exemple, si j'arrive du Sénégal, est-ce que ça s'applique ou c'est juste pour l'espace Schengen? Pour le monde entier. Ouais. Effectivement, ces travel bans respectifs ont été supprimés. Maintenant, c'est une règle globale pour rentrer sur le territoire américain, que l'on vienne de n'importe où, vaccination. D'accord, c'est pas que Schengen. Ok. Donc, ok, très bien. Alors, on va accorder 10 minutes pour les questions-réponses. Alors, j'ai Sana. Bonjour, on est notamment intéressé par la GC Visa EB2. Je ne sais pas ce que ça veut dire, NIW, qu'on souhaite demander depuis la France en tant qu'entrepreneur. Avez-vous parlé de risques? Vous avez parlé de risques des GC. Quels sont ces risques, s'il vous plaît? Alors, le GC Green Card, EB2. Green Card, je comprenais pas ça. EB2 NIW. Alors, effectivement, dans les catégories d'accès à la carte verte, on a, là, encore une fois, on pourra en parler pendant des jours. Regroupement familial, on a quelques catégories particulières. Il y en a qui sont basées sur le travail. C'est toutes celles qui vont commencer par EB. EB pour Employment Based. Et il y a 5 catégories. D'accord ? Donc, je ne vais pas les faire toutes, mais EB2 NIW, c'est dans la deuxième sous-catégorie. NIW, c'est National Interest Waiver. Le principe, alors sur un recrutement, en fait, le principe, c'est qu'une société américaine peut sponsoriser un travailleur étranger parce qu'il ou elle n'a trouvé personne sur le territoire américain. Et ça, c'est un EB2 ou un EB3 avec ce qu'on appelle PERM. Et donc, en fait, il faut obtenir une certification de travail pour montrer qu'il n'y a pas de travailleurs américains compétent et susceptible d'occuper le poste. Le NIW permet de se dispenser, le National Interest Waiver permet de se dispenser de cette obligation de la certification de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas à passer par le département du travail, Department of Labor américain. On obtient ce waiver, cette dispense, pour des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Alors, ce serait compliqué de rentrer dans le détail là tout de suite, et chaque situation est très particulière. Ça peut être effectivement une solution. Les risques dont je parlais, c'est lié principalement à une possibilité de refus. Si vous avez un très très bon profil, que vous êtes quasiment assuré, on n'est jamais sûr de rien, mais quasiment assuré d'avoir le NIW ou même un autre type de visa qui est assez utilisé, qui est le EB1A, le carte verte pour personnes aux capacités extraordinaires, allez dans cette direction-là, pas de souci. Mais sachez que ce sont des procédures qui prennent du temps, et en cas de refus, qui peuvent poser un souci par la suite pour, on va dire, revenir en arrière pour aller chercher un visa temporaire
ou même pour utiliser un ESTA. Enfin, ça dépendrait de la procédure que vous avez utilisée, mais ça pourrait être un souci par la suite. Pensez aussi que certaines procédures bénéficient de ce qu'on appelle le premium processing, c'est-à-dire on peut payer un supplément au service d'immigration de $1 500 pour avoir une réponse sous 15 jours sur la première partie de la demande. Ce n'est pas le cas du NIW. Donc NIW, procédure d'au moins facilement 1 an et demi avant de pouvoir venir aux États-Unis. C'est pour ça que dans des situations comme ça, souvent, ça dépend de chaque situation, mais souvent, on va se tourner d'abord vers un visa temporaire, ce qui va permettre à la personne et à sa famille de venir aux États-Unis assez rapidement, de mettre les enfants à l'école, de commencer l'activité. Et une fois qu'on est ici, qu'on est posé, qu'on sait qu'on a quelques années devant soi, là, on va regarder une demande de carte verte. D'accord. J'ai une question de Michael Léal. Bonjour Michael. Est-ce que l'investissement peut venir du réinvestissement du bénéfice du CA réalisé sur place? Moi, je ne comprends pas la question. Je vais faire une réponse d'avocat en répondant à la question par une autre question. Ça dépend du type de visa, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un E2 potentiellement, le E2, on doit déterminer. Alors, ça c'est intéressant aussi. En fonction du consulat dans lequel on va passer, les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais l'interprétation des règles évolue, change d'un consulat à l'autre. On sait qu'il y a des consulats qui sont très très stricts sur l'origine des fonds. Il y en a d'autres qui sont plus coulants, qui vont aller moins dans le détail. Est-ce qu'on peut utiliser le bénéfice? Généralement, c'est de l'argent qui sort de notre poche. Donc, il faudrait voir dans quelle mesure on peut l'utiliser, comment il a été acquis, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le sort de la société, est-ce qu'on le remet? J'ai envie de dire potentiellement oui, mais il faudrait regarder plus en détail par rapport à la société, par rapport au projet. D'accord. Je vais prendre une dernière question de Gabriel qui demande, est-ce que tu travailles uniquement avec des Européens, ou est-ce que tu travailles aussi avec des personnes venant de LATAM, Latine-América? Partout, le monde entier. Comme je disais, hein, les règles d'immigration sont les mêmes pour les gens qui viennent du monde entier. On a une pratique, alors moi je suis juriste en France, j'ai étudié dans plusieurs pays en Europe. J'ai un contact beaucoup plus facile, évidemment, avec les personnes originaires d'Europe. Et puis, je travaille surtout beaucoup avec les consulats européens, les consulats américains en Europe. Donc, je connais leur mode de travail. C'est ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire que les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, il faut connaître les consulats avec lesquels on travaille pour savoir ce qu'eux veulent voir en priorité. Mais j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud également, un peu partout. Très bien. Alors, je rappelle, j'ai mis un lien sur la droite. Prenez rendez-vous, allez rencontrer Maître Florian Denis sur son stand virtuel. Je vous ai mis le petit lien. Vous cliquez aussi sur la partie expo sur votre gauche de l'écran et vous pouvez aller visiter tous nos experts et prendre rendez-vous. Il y a des petits boutons Register Interest et puis Maître Florian aura votre contact et vous recontactera par la suite également. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec lui en cliquant sur son nom, son prénom ou le demander en vidéo call. Il y a beaucoup de manières de communiquer entre nous via cette plateforme. Donc, je vous invite à l'utiliser à son maximum. Et je vais devoir donc mettre fin à cette table ronde qui était très intéressante, qui nous donne une idée quand même assez globale de ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Donc, maintenant, il faut prendre rendez-vous avec Maître Florian Denis pour aller plus en profondeur et puis surtout, comme on l'a très bien spécifié, c'est du cas par cas et c'est un accompagnement vraiment spécifique. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec Maître Florian Denis et je vous invite aussi à nous rejoindre pour notre prochaine table. Quelles options patrimoniales et toutes les questions concernant la fiscalité avec USA France Financial. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, Maître Florian Denis, ainsi que tous nos auditeurs. Et à très bientôt. Vous recevrez aussi les contacts de Maître Florian Denis via le catalogue des experts en fin de journée. Merci, au revoir. Merci.